Un manga vorace placé sous le signe de la vengeance et du règlement de compte. Mais aussi sous le signe de l'aventure, un peu de fantastique et beaucoup de regrets, et du néo-gekiga un peu horrifique, un peu bizarre, mais très appréciable, générique. Et je vous propose de démarrer ce manga vorace avec le coup de cœur de la semaine, Season Life, un manga édité chez Panini dans une édition que l'on connaît puisque l'éditeur nous proposait déjà ce format avec Banana Fish, avec Eden ou encore avec Yasha, 20th Century Boy. Bon, vous savez, le grand format Seinen. Petite particularité, on retrouve également à l'intérieur un marque-page. C'est sympathique parce que l'œuvre, même si elle se lit vite et se lit bien, moi je ne l'ai pas lu en une traite, ça m'a servi. Et donc c'est cool. Alors Season Life, c'est en 3 tomes et c'est une espèce d'enquête, thriller, vengeance, la vengeance d'un père, extrêmement bien menée au niveau narration, je vous explique. Nous allons donc suivre les derniers instants de vie, je pense, de notre héros. Pourquoi? Parce que celui-ci, ce dernier, vient d'apprendre en fait qu'il a un cancer, il n'en a plus que pour 6 mois à vivre, et plutôt que de faire une longue agonie, décide de mettre fin à ses jours jusqu'à un coup de théâtre. La police l'appelle pour lui dire qu'ils ont enfin retrouvé le corps de sa fille, puisque cette dernière est décédée, morte il y a 14 ans, qui a entraîné un cancer chez sa femme, la femme de notre héros qui est décédée également. Donc vous comprenez bien que le pauvre homme est un petit peu seul et démuni, et que cette nouvelle va bouleverser les derniers mois de sa vie. Alors on va le suivre, menant l'enquête, petit à petit, retrouvant des indices, retrouvant des gens, entamant une logique vraiment d'enquête policière, aidé ou non, par moment, avançant petit à petit vers la piste du coupable, du tueur. On n'en sait pas plus que ça, toujours est-il que comme le titre est en 3 tomes, ça avance vite, mais ça avance bien. Ça avance intelligemment, ça avance de façon constructive. C'est vrai qu'on a quelques ellipses, qu'on va droit à l'essentiel, mais on n'en demande pas plus en vérité, même mieux. C'est ce qu'on a envie de lire parce qu'on est pris dans un rythme rapide. Pourquoi? Tout simplement parce que notre personnage principal, lui aussi, joue une course contre la montre, que ce sentiment de chronomètre, que ce sentiment de rapidité, de manque de temps, de compression temporelle est plutôt bien amené, avec une enquête en fait qui semble s'accélérer petit à petit. Et oui, parce qu'on le connaît, le final de ce titre, on le connaît. Ça va être la mort de notre héros, on ne voit pas comment ça peut, c'est juste pas possible. Est-ce qu'il va réussir ou non à accomplir sa vengeance, à faire éclater la vérité? Je pense que oui. Hein. Franchement, j'aurais du mal à croire que non. Ce serait assez étonnant, ce serait assez perturbant même. Donc, on prend vraiment plaisir à connaître le point de départ, à connaître l'arrivée et à voir entre les deux comment tout ça s'achemine, comment tout ça s'articule, comment tout ça s'enclenche petit à petit de façon très intelligente avec un trait agréable, plutôt vintage, hein, plutôt des années 90. Moi j'aime bien, hein, vous le savez, c'est le petit coup de cœur pour ça, j'aime bien cette ambiance, j'aime bien ce trait, il est clair dans les visages, on les reconnaît bien et c'est très appréciable pour la compréhension de l'histoire, pour savoir qui est qui, j'aime bien. Season Life, c'est le petit coup de cœur de la semaine, je vous le conseille. Suivant. Mais dis donc, ce serait pas le moment d'utiliser le code Rakuten? Mais oui, fais-toi plaisir, tu te fais plaisir, tu me fais plaisir, j'ai envie de dire merci. Après le coup de cœur, on va maintenant passer à une petite déception. J'attendais beaucoup de l'auteur d'Aruma, La voleuse sans visage Kazane, La danse du soleil et de la lune, 2 titres dont l'espièglerie des traits, le côté un peu nerveux par moments, pas toujours très propre des personnages qui sont ni tout noir ni tout blanc, toujours très appréciable dans ces 2 œuvres. J'attendais beaucoup du manga Le Son des Morts. Là, nous sommes chez Delcourt Tonkam, avec toujours ce même trait. Et pourtant, j'ai trouvé moins maîtrisé, un peu moins fin, un peu moins mauvais, un peu moins personnel, quelque chose de plus banal en fait. Pourtant, on retrouve, hein, attention, hein, on retrouve quand même la touche d'un auteur que j'apprécie énormément, vous voyez sur la cover. Au niveau de la matière utilisée pour la cover, on est un peu sur du papier canson. Je crois qu'il y a un petit jeu de relief également, donc c'est plutôt bien fait. Et puis on va suivre en fait un personnage qui entend les morts. Mais c'est pas terrible, ça prend pas, ça prend jamais. Grosse déception, c'est un one-shot, mais qui pourrait se diviser en fait en 2 histoires, comme 2 chapitres qui se suivent mais qui n'ont pas vraiment de lien, où on va à chaque fois résoudre une espèce de, pas d'enquête, mais un petit peu à la façon Flow ou un petit peu à la façon Mushishi. Il y a quelque chose d'assez spécial, on va rencontrer une autre personne qui avait perdu quelqu'un, a priori le fantôme, le mort est resté là pour faire passer un message. Dans les 2 fois c'est un petit peu comme ça, c'est lié à l'art, il y a un peu de musique,
il y a du dessin, ce sont les deux histoires qui tournent autour de ça, autour de l'art, mais le fond narratif, l'intrigue, l'intensité, c'est un petit côté fantastique. On comprend trop bien et pas assez, c'est pas assez bien travaillé, c'est pas assez profond. Il y a un manque cruel d'intensité pour un one-shot, moi, qui m'a plutôt déçu, et je vous en parle, hein, parce que bah voilà, j'en attendais quelque chose. Donc les mangas qui me déçoivent, dont j'attends rien, j'en parle pas beaucoup, mais les mangas dont j'attendais quelque chose et qui me déçoivent, je vous en parle un petit peu quand même, ben oui. Et même si le trait, même si un petit peu d'ambiance, un petit peu d'humour, même si c'est assez sympa, même si l'idée est plutôt originale, le son de mort c'était assez intriguant, je m'attendais à quelque chose, moi déjà une histoire complète du début à la fin, avec pas forcément une bonne fin, quelque chose qui amenait vraiment une réflexion, je sais pas trop en fait, même j'imaginais que pourquoi pas notre personnage n'entendait pas vraiment le son des morts, ça allait amener autre chose, mais non, véritablement, on les entend, un autre personnage les voit, ou voit de la peinture, feedback, enfin c'est assez particulier, je dis comme par hasard, ils se rencontrent, enfin bon bref, ça prend pas. Voilà, et c'est une petite déception qui va rejoindre la collection de l'auteur. Mais est-ce que ça va rester dans la mangatech pour très longtemps? J'en suis pas si sûr. On va maintenant partir pour l'aventure avec un titre que je vais mettre 3 heures à dire, Apparently Disillusioned Adventurers, plus jamais je ne ferai confiance. Alors ça c'est assez drôle parce que nous avons des aventuriers qui sont dans une caverne qui vont un petit peu marmonner comme ça dans leur barbe, ils sont déçus en fait, ils sont déçus de l'expérience qu'ils ont eue dans leur guilde, ils sont déçus des aventures qu'ils ont menées, souvent trahis, et donc ils n'ont plus envie de faire confiance, ils ont envie de faire ça pour eux. Sauf qu'ils se rendent compte, ils sont à la même table je crois, et qu'ils disent la même chose, du coup ils décident finalement de faire équipe, puisqu'ils se comprennent manifestement, hein, ils ont eu les mêmes expériences, alors c'est assez drôle, parce que chacun va raconter un petit peu le pourquoi du comment il s'est senti trahi. Des fois, vous dites, mais c'est tout, mais c'est assez amusant. Et puis, ben, ils vont décider de faire une nouvelle équipe. Bon, nos 4 héros ici, ça fait vraiment penser à du Donjons et Dragons. Là, on sent qu'on va partir vers l'aventure, mais ce tome 1 nous place vraiment l'histoire, petit à petit, construction de la guilde pour aller ensuite faire des missions, partir à l'aventure, des donjons, des quêtes, que sais-je. C'est plutôt sympa, c'est plutôt frais, c'est plutôt dynamique. Il n'y aura pas beaucoup d'action dans ce tome. Ça va être pour les tomes à venir. Ceci dit, ça se lit bien, c'est plutôt amusant. Et ce qui est assez sympathique à un moment, très sympathique même, ce sont les règles qu'ils se fixent pour ne pas être amenés à trahir les autres. Donc ils décident qu'ils remplissent leur mission, chacun va récupérer sa part, et ensuite ils partiront entre deux quêtes, faire leur vie, faire comme ils veulent, dépenser leur argent comme ils veulent, même si à l'intérieur de notre équipe, là, on en a qui sont peut-être un peu pervers, ou peut-être de gourmands, ou peut-être consommateurs fêtards, chacun fera comme il veut, sans jugement, et quand il y aura une nouvelle mission, ils se retrouvent. C'est tout. On retrouve tout l'univers d'Heroic Fantasy à travers un dessin clair, mais là aussi très compréhensible, avec ce côté médiéval, avec ses tenues de mages, de guerrières. Ça marche bien, hein, évidemment, et bon, on passe un plutôt bon moment de lecture, en tout cas très rafraîchissant. Ça passe, c'est bien, il fait beau, il fait chaud, tout à fait le genre de manga à lire en ce moment. Allez, suivant. Tu as vite envie de passer au manga suivant et d'arrêter d'avoir ma tête en gros plan? Abonne-toi. Et après Season Life, on continue avec la vengeance, avec le suspense, avec la famille, avec les mystères, avec Burn the House Down, série en 8 tomes chez Akata. Nous avons ici notre héroïne qui a vécu un drame quand elle était petite, puisque sa maison a mystérieusement et intégralement brûlé, amenant la destruction quasi totale de sa famille. Et puis des années plus tard, elle se fait embaucher comme femme de ménage dans une maison pour une étrange femme, Makiko Mitare. Makiko Mitare, elle est pas nette. Elle est pas nette parce que justement cette femme-là était amie avec leur mère avant l'incident dramatique, ou avant l'incendie dramatique aussi, d'ailleurs ça marche. Il est fort probable, je vous en dis pas trop non plus, mais il est fort probable que cette Makiko Mitare ait mis le feu à cette maison. Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est ce que laissent supposer les premières pages de la lecture de ce premier tome. Mais c'est en 8 tomes et c'est un manga qui prendra tout son sens forcément au dénouement final. Et on sent qu'il va y avoir des rebondissements. Mais toujours est-il que notre héroïne, ou notre anti-héroïne, hein, pour l'instant en tout cas, s'est fait embaucher dans l'histoire de récupérer des preuves, de se venger et de comprendre, d'analyser un petit peu où elle met les pieds dans une maison qui est très particulière, qui là aussi cache des mystères, et elle est surtout là pour détruire cette femme, Makiko Mitare, qui a l'air d'être une vraie garce. Bon, les choses se placent, l'intrigue se place, le premier tome enclenche des choses, le premier tome impose également des choses et des comportements qui ne vont pas être respectés, amenant forcément à l'avenir, dès le tome 2, de futures intrigues, ça c'est inévitable, et l'intensité comme ça monte crescendo petit à petit, on le sent.
On le sent le suspense, on le sent l'intrigue, on le sent la vengeance, c'est très sympa. À l'inverse de Season Life où on est quasiment certain de savoir comment ça va finir, mais c'est un peu comme un Colombo Season Life, vous savez et vous voulez voir comment on va y arriver. Alors que là, là vous savez pas et vous vous demandez où on va. Alors qu'on est quasiment sur le même thème. C'est pas mal comme façon de faire. Et Burn the House Down avec un trait là aussi épuré, clair, très compréhensible parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, on est quasiment dans une pièce de théâtre parce que ça se passe quasiment dans la même maison avec 2 ou 3 personnages à tout casser. Ça fait très pièce de théâtre. Moi j'ai très apprécié la forme et également beaucoup le fond de ce manga et je vais suivre avec grand plaisir la suite de ce titre. Je me demande où on va aller. J'espère pas être déçu, hein, c'est comme d'habitude, mais enfin bon, on verra bien. Et on va conclure ce manga vorace avec un manga assez spécial, une sorte de néo-gekiga, puisque c'est ce que j'ai cru comprendre que c'était, avec 6 histoires courtes par l'auteur Tokushige Kawakatsu, pardon, là je suis bien obligé de lire, c'est quand même assez balèze à dire, et qui va nous présenter un recueil de 6 nouvelles complètement différentes, assez étonnantes, dans le fond et dans la forme, complètement étranges. Mais même si tout m'a pas plu, le manga m'a pas laissé indifférent et j'ai aimé vraiment certaines de ces nouvelles, voire beaucoup aimé certaines de ces nouvelles. Vous allez avoir un manga qui graphiquement va essayer des choses, va faire preuve d'ingéniosité et va traiter de thèmes complètement paradoxaux et surtout inattendus. Alors des sangliers vengeurs. Petite référence à Princesse Mononoke, bien sûr. Des enfants cruels, des gastéropodes géants, des héroïnes rêveuses. En tout cas, une chose est sûre, le manga est très original et l'auteur affirme sans concession son envie de traiter d'un sujet et de le mener jusqu'au bout. Alors, la voleuse de chiens en anthropocène. Pourquoi j'ai dit de l'anthropocène? Non, la voleuse de chiens en anthropocène. Ça, c'est très amusant parce que cette histoire, elle est très courte dans le manga, mais elle est très courte. C'est drôle parce que moi j'avais là encore l'impression que j'allais partir pour un one shot en fait qui allait traiter de ça et je me disais là aussi ça va être un peu thriller, là il va se passer quelque chose, ça va être un peu glauque, mais pas du tout. Vous allez avoir un manga qui va tout de suite vous faire comprendre que vous êtes dans un recueil avec des histoires parfois qui s'arrêtent net également, façon un peu Junji Ito. L'important pour le coup c'est pas la destination, c'est le voyage et c'est exactement ça en fait. Vous allez passer par différents états d'incompréhension, de suspense, de curiosité, de réflexion, d'étonnement, de fascination à travers des recueils qui vont s'arrêter d'un coup. Et vous laissez avec ce que vous avez lu en disant attends, qu'est-ce que je viens de comprendre là, qu'est-ce que j'ai lu, mais pourquoi, qu'est-ce que c'était, enfin c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout, même si, comme d'habitude pour un recueil, vous pouvez pas avoir 6 histoires exceptionnelles. Donc vous allez avoir forcément une qualité variable qui va aussi, selon les thèmes, vous affecter, vous toucher plus ou moins. Mais je ne suis pas du tout déçu d'avoir fait l'acquisition de ce titre qui était coché, noté depuis pas mal de temps. Et j'avoue que, en fait, après sa lecture, c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser réellement au genre Gekiga. On en reparlera peut-être pour un futur J'achète vos mangatech. En tout cas, c'est édité chez Le Lézard Noir. Si vous êtes adepte de l'éditeur, si vous l'aimez beaucoup, vous le savez, c'est plutôt une valeur sûre. Ça va vous plaire assurément, mais bien sûr. Et ben voilà, écoutez, c'est la fin de ce Mangavora. Je vous donne rendez-vous vendredi pour... Je sais pas, j'ai pas encore décidé. En attendant, lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis...